On termine ce premier chapitre consacré aux forces par une base particulière que vous avez étudiée dans un seul contexte l'année dernière, qui était le contexte de l'étude des satellites, des trajectoires de satellites autour d'un astre attracteur. Et donc, on va étudier le cas de mouvement circulaire avec la base de Fresnel. Donc, essentiellement, vous connaissez la base qui est la base cartésienne, dont on a déjà parlé. Cette deuxième base qui est la base de Fresnel, on la verra en détail cette année parce qu'en fait, elle est le cas particulier d'une base qu'on appelle la base cylindrique et qu'on étudiera au cours du premier semestre. Alors, je vais rappeler quelques notions sur la base de Fresnel pour vous dire d'abord que vous l'avez vu dans un contexte où on avait une trajectoire circulaire. Donc, typiquement ici, par exemple, un astre attracteur, la Terre. Et puis ici, un satellite qui tourne, naturel ou artificiel, mais satellite qui tourne autour de la Terre avec un mouvement qui est circulaire. Donc une trajectoire de rayon R et une trajectoire qui est parcourue dans ce sens-là. À partir de là, on va définir deux vecteurs qui sont des vecteurs unitaires. Donc je vous rappelle, des vecteurs unitaires, ce sont des vecteurs dont la norme, dont la longueur est égale à 1. Ça veut dire qu'ils ne vont pas modifier, on va le voir, la norme des différents vecteurs sur lesquels qui vont être décomposés justement sur cette base-là. Et on a noté comme ça UT et UN égale 1 en norme. On note parfois T et N plutôt que UT et UN, ces deux vecteurs. Bon, deux notations peuvent être rencontrées. Alors pour le vecteur UT, il est tangent à la trajectoire. Donc ici, on a cette tangente à la trajectoire, mais avec une longueur qui vaut 1. Et quel est le sens de ce vecteur? Eh bien, le sens, c'est le même que celui du mouvement. Donc, évidemment, quand on dit qu'on a un vecteur qui est tangent à la trajectoire unitaire, on pourrait penser à ce vecteur UT, mais à celui qui lui est aussi directement opposé. Mais on choisit encore une fois celui qui est dans le sens du mouvement. Quant à UN, c'est le vecteur normal, donc perpendiculaire à la trajectoire. Et qu'est-ce qui est perpendiculaire à une trajectoire circulaire? Eh bien, c'est le rayon. Donc, il est dirigé selon le rayon et vers le centre du cercle. Donc voilà pour les vecteurs UT et UN. Et avec ces deux vecteurs de base, on va pouvoir projeter le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Les définitions que je vous donne là, de V et de A, sont admises, comme elles ont été admises au lycée, mais on les démontrera, on verra pourquoi on aboutit à des expressions qui sont celles-là. On le comprendra bien quand on aura travaillé les coordonnées cylindriques au cours du premier semestre. Donc le vecteur vitesse, il est porté par le vecteur tangent, puisqu'on sait que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Je vous rappelle, c'est une notion essentielle de la classe de terminale, première terminale. Quand on a une trajectoire, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, donc ça veut dire que la vitesse, elle est portée par UT. Donc ça va s'écrire V dirigé par UT, et V comme ça, sans la flèche, c'est la norme. Donc vous avez la norme de V portée par UT. Et quand on prend la norme de ce vecteur, ça va donc être juste la valeur V qui est ici, puisque la norme de ce UT est égale à 1. Donc ça ne change pas la longueur, la norme du vecteur, d'avoir ce UT qui est ici. Mais ça vous donne en revanche l'orientation. Donc l'avantage de cette notation, c'est que ça vous donne la norme de la vitesse et l'orientation de cette vitesse qui est un vecteur. Quant à l'accélération, elle a deux composantes, a priori. Elle a une composante portée par UT et une composante portée par UN. Ça se décompose de cette façon-là, avec dv sur dt ut et v carré sur r un. Alors faites bien attention à ne pas confondre ce dv sur dt avec la dérivée du vecteur vitesse. Ici, c'est une dérivée, mais c'est la dérivée de la norme de la vitesse. C'est pas du tout la même chose. La dérivée du vecteur vitesse, dv sur dt, c'est toute cette accélération. C'est-à-dire que si on écrit dv sur dt avec une flèche comme ceci sur v, ça veut dire qu'on regarde comment varie le vecteur vitesse au cours du temps. On a le vecteur accélération. Donc dv sur dt, c'est tout ça. En revanche, ce terme-là, c'est juste, ici, dv sur dt, la dérivée de la norme de la vitesse. Donc ça veut dire que pour un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire un mouvement qui est parcouru à une vitesse constante en norme, mais pas avec un vecteur vitesse constant. Vous voyez bien que le vecteur vitesse, il n'est pas le même, il change de direction ici. On voit d'abord, il est comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc ici, on ne peut pas dire que la vitesse est un vecteur constant, sinon ça serait un mouvement rectiligne uniforme. Ce n'est pas le cas, c'est un mouvement circulaire. Donc le vecteur vitesse change, mais il ne change pas en norme. Donc sa norme, elle est constante. Donc ici, on peut écrire dv sur dt égale 0, parce que la norme de la vitesse est toujours la même. Autrement dit, la vitesse, c'est par exemple toujours, n'importe quoi, 3 mètres par seconde en norme. Mais en revanche, le vecteur vitesse, comme il change de direction, change. Et donc, la dérivée du vecteur vitesse n'est pas un vecteur nul. Donc, on a dv sur dt égale 0 pour la norme, mais on a la dérivée de v qui est différente du vecteur nul. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux, parce que c'est souvent source de confusion, y compris en prépa, et ça ne doit pas l'être, parce que ensuite, ça conduit, vous verrez, à des incohérences de calcul. Alors, ça veut dire que pour un mouvement circulaire uniforme, si je reprends l'expression de l'accélération, compte tenu du fait justement qu'on a la norme de la vitesse qui est nulle, pour un mouvement circulaire uniforme, on aura que ce terme-là. Donc un mouvement circulaire uniforme, il se caractérisera par une accélération qui est celle-là,
Autrement dit, une accélération qui n'est dirigée que par le vecteur un, que par le vecteur radial ici est dirigé vers le centre. Autrement dit, ça veut dire que quand le cercle qui est là est parcouru avec une vitesse constante, l'accélération est purement radiale, elle est purement portée par la normale, par le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire, c'est ce qui est perpendiculaire à la trajectoire. Alors justement, on va appliquer ça, ce qu'on vient de raconter, au mouvement d'un satellite autour d'un astre attracteur. Alors on étudie le mouvement d'un satellite qui est supposé ponctuel, on l'assimile à un petit point de masse m autour de la Terre, qui elle aussi est assimilée à un point, mais de masse grand M. Et le satellite, il est en mouvement circulaire autour de la Terre. Donc on est dans cette configuration-là. Et ici, on a une seule force dont on va tenir compte, qui est évidemment la force d'attraction gravitationnelle entre la Terre et le satellite. On a deux buts ici. Le premier but qu'on s'assigne, c'est de déterminer la relation entre la norme de la vitesse du satellite et le rayon de la trajectoire. Et le deuxième but, c'est de déterminer la relation entre le rayon de la trajectoire et la période du mouvement circulaire, c'est-à-dire le temps qui est mis par le satellite pour faire un tour, ce que j'ai noté ici avec cette lettre en cursive, le T là, et c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors pour résoudre la première question, on applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel, et là on fait attention à prendre un référentiel qui est galiléen. Et ça c'est quelque chose dont on parlera plus en détail cette année, mais si on prenait le référentiel terrestre, c'est-à-dire juste un référentiel à la base posé à la surface de la Terre, eh bien, comme la Terre est animée sur elle-même d'un mouvement de rotation, ce référentiel, sur une échelle de temps qui est... la Terre qui est ici. Donc, comme la Terre est animée d'un mouvement de rotation, on aurait des axes qui tournent. Et pour cette raison, on aurait un référentiel qui ne serait pas galiléen. Parce qu'un référentiel galiléen, ce qu'on verra, c'est que par rapport à un référentiel qui est galiléen et déjà connu, l'autre référentiel doit être en mouvement rectiligne uniforme. On précisera vraiment ça au cours du premier semestre. Mais en tout cas, dès qu'un référentiel est animé d'un mouvement de rotation, et que sur une certaine échelle de temps, on ne peut pas négliger ce mouvement de rotation, eh bien dans ces cas-là, on ne peut pas considérer le référentiel comme galiléen. Alors vous allez me dire pourquoi dans l'exemple précédent, quand on lançait un projectile et puis qu'on étudiait la trajectoire parabolique, on pouvait dire que le référentiel terrestre était galiléen. Parce que le mouvement et la durée de la chute du projectile était court devant le temps caractéristique de rotation de la Terre sur elle-même qui est de 24 heures. Donc en quelques secondes, pas de problème. Je peux négliger, sur une expérience de quelques secondes, je peux négliger le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même et dire que c'est un référentiel galiléen approché. Je peux considérer que c'est un référentiel galiléen à cette échelle-là. Mais si j'étudie le mouvement d'un satellite qui peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, peu importe, mais enfin en tout cas, si je prends quelque chose qui tourne autour d'un autre astre, c'est clair que la rotation de l'astre sur lui-même, je ne peux pas négliger. Et donc c'est pour cette raison que là on prendra un référentiel qui est le référentiel géocentrique, qui a cette propriété d'avoir le centre aussi de la Terre comme origine, mais qui a trois axes qui eux sont fixes. C'est-à-dire qu'en fait le référentiel géocentrique, il n'accompagne pas la Terre dans son mouvement de rotation sur elle-même. Ah non, ce mouvement de rotation tous les 24 heures. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va préciser cette année, mais c'est important déjà que vous preniez conscience de ces points-là. Et surtout de l'importance d'avoir un référentiel galiléen quand on écrit la deuxième loi de Newton. Donc une fois qu'on a le bon référentiel, après il ne va plus apparaître par ailleurs dans nos calculs, donc ça ne va pas nous poser problème du point de vue technique calcul, mais c'est vraiment important du point de vue des concepts de le comprendre. Une fois qu'on a ça, on écrit masse fois accélération égale somme des forces, et ici la force en présence, c'est simplement la force d'attraction gravitationnelle. Et cette force d'attraction gravitationnelle, elle s'écrit G, où G c'est la constante universelle de gravitation, pas confondre avec le petit g, qui est les 9,8 newtons par mètre, ou mètre seconde moins 2, c'est-à-dire l'intensité du champ de pesanteur. Ici, c'est vraiment la constante d'attraction gravitationnelle, le produit des masses et la distance au carré. Et la force, elle est dirigée vers le centre. M subit une force qui est dirigée dans le sens de plus UN. Donc c'est plus UN qui dirige cette force-là. Donc quand j'écris la deuxième loi de Newton dans la base de Freinet, je vois justement apparaître cette expression, la masse fois l'accélération égale, et j'ai ici la force. J'ai, comme dans le cas précédent, une relation vectorielle, c'est une relation qui se décompose sur plusieurs vecteurs de base. Et sur chaque vecteur de base, j'ai une égalité qui est différente. J'ai une égalité sur UT et j'ai une égalité sur UN séparément. Donc, je vois ici que sur UT, par exemple, je n'ai rien en face. Donc, mdv sur dt égale 0, parce que c'est comme s'il y avait plus 0 sur UT. Tandis que sur UN, en revanche, j'ai v carré sur r qui s'assimile à gmm sur r carré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant résoudre ce système-là.